Chromesthesia, je vais dérouler le fil, vous comprendrez mieux parce que pour partager avec vous tout le propos de ce projet, les tenants, les aboutissants, de comment j'en suis un peu arrivée à mettre les mains dans ce projet. Il y a on va passer par certaines notions, certains rappels, notamment sur des choses comme des petites choses basiques sur le fonctionnement du cerveau, et ce qu'on sait aussi de la musique. Euh, Après, je rentrerai dans le vif du sujet de ce que c'est que le projet Chromesthesia, pourquoi je l'ai appelé comme ça, etc. Et puis ensuite, on regardera le code, on regardera un peu les démos. Donc j'ai prévu, normalement, on ne devrait pas avoir de problème, j'ai prévu du localhost au cas où. Donc quoi qu'il arrive, tout est sur la machine, il ne faut juste pas que je perde le fil avec vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je vous disais, j'aime bien attaquer avec quelques notions, quelques petits rappels, quelques petites notions de base pour reposer les choses. Et là, on va démarrer directement par ce qui se situe dans notre boîte crânienne, à savoir le cerveau. Parce que c'est quand même un bel organe, c'est pas rien, hein. Typiquement, on a 1,3 kg à la pesée en moyenne, qui est dans votre tête, là, à tous, dans sa boîte crânienne, avec son petit liquide céphalorachidien, tout va bien. Si on fait un petit tour d'horizon de ce qu'on sait au sujet du cerveau, très brièvement, on sait qu'il est divisé en plusieurs lobes, notamment, enfin, en gros 6 lobes. Le lobe frontal, c'est celui qui va permettre d'élaborer la pensée, planifier un peu les mouvements complexes. C'est aussi souvent celui qu'on associe à l'organisation d'une manière globale, planification, organisation, mouvement, etc., logistique, un petit peu. Le pariétal, lui, il va plus être sensoriel, mais au sens perception du toucher, de la température, de la douleur, etc. Donc vraiment les 5 sens, ouais. Le lobe occipital, lui, c'est celui qui s'occupe de recevoir les signaux visuels. Donc, pas mal de monde aurait pu avoir tendance dans le passé à s'imaginer que tout ce qui était lié aux yeux et au visuel était situé en frontal, mais en fait, on sait à date que non. Le lobe temporal, lui, c'est celui qui va s'occuper de tout ce qui est plus auditif. D'ailleurs, c'est bien foutu cette histoire, hein, parce que finalement, c'est pas pour rien ici, ce qui est au niveau de l'oreille, on appelle ça les tempes, effectivement, parce que le lobe temporal est juste derrière, entre guillemets. Le cervelet, lui, il est responsable de l'équilibre d'une manière globale, et puis le tronc cérébral, c'est un peu ce qui maintient le global avec votre tête, etc. Je caricature volontairement, hein, je grossis un peu les choses pour que ce soit bien easy. Il y a aussi autre chose qu'on sait, et là-dessus, je vais assister d'une manière plus ou moins subtile sur certains aspects, c'est qu'on sait que physiquement, le cerveau est divisé en deux. Alors au sens, quand j'entends diviser, c'est-à-dire on observe qu'il y a deux parties géographiquement, on va dire, dans le cerveau. Et ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, il y a eu un certain nombre de fausses croyances qui ont été un peu perpétuées, j'ai envie de dire. Alors, ça s'est arrêté, hein, j'y reviendrai plus tard quand on parlera de la musique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on imputait un côté à la logique, l'autre côté à la créativité. Et pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire que c'est faux, en fait. Il ne faut pas, enfin, il faut chasser, c'est important, il faut chasser cette image et cette croyance de nos esprits. Et vous allez voir pourquoi. Bon, déjà, ça reste vrai. Le cerveau est physiquement divisé en deux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est faux de dire il y a un côté pour la logique et un côté pour la créativité. Parce que typiquement, à date, avec les progrès de l'imagerie médicale, on s'est effectivement rendu compte que la créativité, c'était quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer auparavant, que c'était pas seulement, que ça se résumait pas juste à un côté du cerveau, et qu'en fait, quand il y a un processus créatif qui est mis en œuvre par le cerveau, ça va solliciter plusieurs zones de votre cerveau, et pas que des zones situées sur le côté droit. Ça peut faire appel à des souvenirs, ça peut faire appel à des zones qui seraient situées dans la partie gauche également. Donc, vous aurez saisi la petite subtilité. Et alors, du coup, fatalement, petite parenthèse, tous les ouvrages qui vous disent le contraire, c'est des bêtises.
Voilà, très, très basiquement, c'est on va dire qu'entre guillemets, c'est des bêtises au sens, c'est la vulgarisation qui a été faite et perpétuée au fur et à mesure des années, mais ce n'est pas vrai en soi. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Association française pour la recherche scientifique qui a fait un article assez sympa sur le sujet sur Internet, si jamais vous voulez aller voir. Le titre de l'article, c'est Cerveau droit et cerveau gauche, la neurologie face au mythe. Donc c'est assez parlant. Voilà, je ferme la parenthèse sur ce truc-là et j'enchaîne sur un autre point qui est donc, comme je vous disais, la musique. Parce que finalement, la musique, quand on regarde un petit peu plus en détail ce que c'est, alors c'est quelque chose enfin, c'est un art qui est parfois controversé dans l'esprit de certains parce que c'est considéré comme quelque chose de pas très sérieux pour certains, bien entendu, hein, pas pour moi. Ça peut être considéré comme quelque chose d'opposé même à la science ou à la logique, alors que pourtant, quand on s'y intéresse un petit peu plus près, on constate que, alors, la musique, c'est composé de sons, que le son, c'est une onde avec une fréquence, comme la lumière, mais enfin, ça, on y reviendra, que cette fréquence, elle est audible majoritairement entre 0 et 22 MHz, bon, sachant que ça baisse avec l'âge, mais en moyenne, on est sur ces fréquences-là, alors que la lumière, par exemple, ça se mesure plutôt en nanohertz. Et puis, en fait, que typiquement, c'est assez structuré potentiellement, la musique, parce que, vous voyez, là, je vous ai mis un extrait d'une partition que j'ai téléchargée légalement sur un site qui s'appelle MuseScore. On trouve plein de partitions sur ce site. Et en fait, quand on fait un petit peu de solfège et qu'on apprend, entre guillemets, à déchiffrer, parce que c'est vraiment du déchiffrage, les partitions, bah, on se rend compte que là, typiquement, donc vous avez au tout début, une clé de sol avec écrit 4-4. Ensuite, vous avez des notes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 4-4? Ça veut dire que là, entre les deux traits, entre le premier double trait et le trait vertical suivant, on va avoir 4 temps. Alors vous allez me dire, oui, mais 4 temps, c'est quoi? Ben, un temps égale. Un temps est un temps, mais un temps est valable dans un tempo en soi. Donc le tempo, là, n'est pas indiqué sur la partition, mais généralement, il l'est. La seule indication qu'on a là, c'est modérément rapide, ce qui ne correspond pas à une valeur en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que on a des indications qui sont relativement précises, relativement techniques. Et en soi, finalement, quand vous savez que une note blanche, comme on le voit sur la dernière ligne, c'est une note qui vaut 2 temps, qu'une double croche, c'est une note qui vaut un demi-temps, et que ben, vous faites la somme de ces temps-là, on est plutôt sur finalement quelque chose d'assez mathématique et d'assez structuré. Moi, personnellement, quand je vois ça, ça me rappelle juste du code source. Mais bon, ça n'engage que moi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, comme je vous disais, la musique, on avait tendance à se dire que c'était complètement pas, enfin complètement loufoque, ou qu'on aurait pu s'imaginer que c'était pas structuré. Et en fait, on se rend compte quand on regarde en détail que non, c'est plutôt technique, c'est plutôt potentiellement très structuré, pardon, et voire ça peut être assez rationalisé. Donc je continue hein, sur les fausses croyances parce que justement, si je ramène ça avec la notion de cerveau au départ, d'après vous, qu'est-ce qui a pu se dire si vous remettez en corrélation les 3 éléments que je vous disais, qu'est-ce que les gens ont pu penser de l'impact de la musique sur le cerveau ou de la façon dont le cerveau pouvait fonctionner avec la musique ou de l'impact de la musique sur le cerveau. Là encore, on a eu des fausses croyances pendant longtemps. Alors déjà parce qu'effectivement, bah, vu que la musique, ça pouvait être assimilé à quelque chose de créatif, on l'a souvent associé, comme vous vous en doutez, à la partie droite du cerveau, etc. Parce que pas logique, etc., etc. Vous avez compris où je voulais en venir. Donc on a un certain nombre de fausses croyances qui ont été perpétuées pendant longtemps, là encore jusque dans les progrès de l'imagerie médicale, jusque dans les années 80 donc, où on s'est rendu compte qu'en fait, quand un cerveau entend de la musique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il n'y a pas seulement une zone cérébrale ou un hémisphère qui est en route, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs zones. C'est pas les mêmes en fonction des gens. C'est pas les mêmes potentiellement en fonction ils se sont même rendus compte que sur un type de personne, enfin sur la même personne, ça va pas, le fait d'entendre la musique ne va pas toujours générer la même activité cérébrale. Donc c'est encore assez flou. Il y a encore des gens, il y a encore des chercheurs qui font des recherches là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il faut bien désamorcer ces fausses croyances qui ont été
porté jusqu'à maintenant. Et alors, pourquoi je vous parle de cerveau et de musique? Parce que en fait, il y a certains cerveaux qui ont une option supplémentaire. Et je l'ai découvert il n'y a pas super longtemps. Alors, je vous dirai comment je l'ai découvert, mais il faut savoir que cette option supplémentaire en question, elle s'appelle la synesthésie ou synopsie, voire pour certains, j'ai vu traîner le mot chromesthésie, mais le mot officiel est bien synesthésie. J'insiste parce qu'on m'a challengé là-dessus, entre guillemets. J'ai des copains qui m'ont rappelé ça. Donc c'est quoi? C'est une option supplémentaire, entre guillemets. Alors personnellement, j'aurais préféré que mes parents investissent sur les maths en ce qui me concerne, mais bon, voilà, cette option-là, c'est déjà sympa. Et en fait, ça concerne 4% de la population mondiale. Donc, pour amener ça au nombre de personnes qu'on est sur la planète, et vous avez un petit calcul sympa. Et il y avait un certain nombre d'artistes, de personnes célèbres qui étaient réputées équipées de cette option, qui consiste en quoi? Qui consiste à associer des choses qui n'ont a priori aucun rapport pour un individu standard. Par exemple, de la couleur et des chiffres, de la couleur et de la musique, des odeurs et des chiffres, ou des odeurs et des émotions, ou ce genre de choses. Et là, moi, typiquement, la forme de synesthésie dont je vais vous parler, c'est effectivement la forme qui concerne l'association des couleurs à la musique. En sachant que, typiquement, pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, enfin de comment on sait qu'il y a des personnes célèbres qui avaient potentiellement cette petite option supplémentaire activée dans leur cerveau. On a eu des peintres comme Vassili Kandinsky qui peignaient des toiles en référence à des musiques de compositeurs classiques. Par exemple, Kandinsky, lui, il a fait beaucoup de toiles en représentation des musiques de Wagner. On sait qu'il y a le compositeur Franz Liszt qui, lui, un jour, a un peu perturbé ses musiciens en leur demandant de jouer beaucoup plus bleu, parce que là, il trouvait que c'était trop rose et il avait envie que ça soit plus bleu. Là, imaginez la tête des musiciens, ce sont des mecs qui ne comprennent pas ce qu'ils me disent, monsieur. Et après, on a d'autres artistes un peu plus contemporains qui sont soupçonnés d'avoir cette petite option, comme par exemple Pharrell Williams, Stevie Wonder. Alors Stevie Wonder, typiquement, ça pose un cas d'étude très intéressante. Ce serait très intéressant de voir comment il peut se représenter la couleur du fait de sa cécité. Mais a priori, ça serait bien possible, en tout cas médicalement. Donc, je ne sais pas si un jour j'aurai la chance de l'interviewer, mais si jamais vous le connaissez, je prends. Voilà, pour la petite blague. Et alors, bon, je vous parle de ça parce que c'est en fait un peu comme ça que Chromesthesia est né. C'est un projet 100% personnel parce que justement, comme je vous disais tout à l'heure, j'aurais préféré que mes parents m'équipent de certaines options à la naissance, du type pouvoir digérer certains cours de maths, et c'est pas ce qui a été choisi, enfin c'est pas ce qui a été fait. Donc voilà, j'ai découvert ça donc quand c'était en avril 2018. Pour vous restituer le petit contexte, en fait, j'étais dans un TGV entre Lyon et Paris. Parce que oui, j'habite à Lyon et je revenais de Paris, sûrement d'un événement Microsoft ou sûrement d'une conf d'ailleurs. Et je dormais dans le TGV parce que voilà, j'étais fatiguée. Et comme pas mal de gens dans le TGV, j'avais mes écouteurs sur les oreilles avec des chansons de ma plateforme de streaming musical préférée. Et à un moment donné, en fait, je me suis réveillée je me suis rendu compte que je me suis réveillée parce que j'avais des couleurs, entre guillemets, un peu qui bougeaient en tête, et que c'était en mouvement avec la musique, ou en tout cas, c'était tout à fait en accord avec la musique, parce que c'est évidemment une musique pour laquelle j'ai beaucoup d'attachement et que j'affectionne beaucoup. Et voilà. Et en fait, en gros, ça brassait tellement et ça bougeait tellement et c'était tellement joli que ça a fini par me réveiller. Donc j'ai un copain, quand je lui ai dit ça, il m'a dit: «Non mais tu te fous de moi, t'as cru que ton cerveau c'était Windows Media Player en mode animation vidéo». Voilà, donc j'ai bien vu qu'il voyait pas ce que je voulais dire, c'est le cas de le dire, quand je lui parlais de ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit: je vais essayer de trouver une solution pour montrer ou donner une représentation de ce que je pourrais voir, donc c'est parfaitement subjectif, soyons clairs, de ce que je pourrais voir comme association
de couleurs par rapport à la musique que j'entends. Donc, comment ça serait possible de restituer cette information pour finalement n'importe qui, vous y compris, que je puisse vous dire, bah voilà, eh ben, tu vois, cette zik, pardon, cette musique, là, voilà moi ce que je vois. Et évidemment, si vous arrivez à le voir, bah, c'est beaucoup plus parlant. C'est le cas de le dire. En sachant qu'après, bon, j'ai creusé un peu mon idée et je me suis dit finalement ce qui serait top à terme, hein, bon là c'est une projection, ça serait carrément de se dire potentiellement, en fait au-delà de la représentation visuelle, je prends un casque de VR, je construis un univers, je prends un casque de VR et finalement après on serait dans la musique. C'est-à-dire vous la voyez plus seulement sur un écran, mais après vous êtes limite dedans et alors évidemment on vit la musique, hein, là c'est encore, ce sera encore plus génial. J'en suis pas là, mais c'est en chantier en tout cas. Donc comment j'ai fait? La première étape, ça a été compliqué parce que déjà je savais pas trop comment faire. En premier lieu, ce qui m'a frappé, c'était de se dire, bon, dans un premier temps, j'avais besoin de rationaliser l'information, de dire, bah voilà, pour cette musique, voilà comment je vois les choses, voilà à quel moment ça se produit, donc cette couleur potentiellement à tel moment dans le temps. Il s'avère que, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de débugger votre propre cerveau de manière aussi insistante, c'est très difficile et c'est très désagréable. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Parce que déjà, dans un premier temps, l'information est volatile dans le sens où, à partir du moment où j'essaye de rationaliser l'information, c'est comme si vous essayez d'attraper un rêve, entre guillemets. La chose est déjà partie. Donc en fait, vous n'arrivez jamais à lui mettre la main dessus, ou, vous voyez ce que je veux dire, à la rationaliser. Alors que pourtant, je sais que si je réécoute la musique dans 2 heures et que je me détends suffisamment pour l'apprécier, je sais que je vais revoir entre guillemets la même chose. Donc l'information est persistante, c'est juste qu'au moment où je veux entre guillemets la rationaliser et lui mettre entre guillemets l'attraper et la concrétiser entre guillemets, c'est très désagréable et très pénible. J'ai beaucoup de mal à le faire. Et ensuite, ça me gâche fatalement à terme, hein, ça me gâche le plaisir parce que ben, finalement, quand vous voulez vraiment être sûr de la bonne couleur au bon moment, vous êtes obligé de revenir en arrière. Alors, on revient un coup, on revient un coup, on revient encore en arrière, on recommence, etc. Enfin, on insiste. Et finalement, cette insistance va créer une forme de... Enfin, ça agace le cerveau. En tout cas, moi, ça m'a agacé. Et finalement, j'ai eu super peur à un moment donné et j'ai arrêté parce que je me suis dit, enfin, j'ai arrêté ce jour-là à ce moment précis parce que je me suis dit, ça va finir par me dégoûter des propres musiques que j'adore et ça m'embêterait d'être dégoûté des propres choses que j'aime et de m'auto-dégoûter en fait. Voilà, donc après, ça c'était la première phase. Ensuite, deuxième phase, essayer de réfléchir un petit peu en analysant comment à quoi pourrait être liée la synesthésie en fait. Parce que typiquement, j'ai vu sur internet, j'ai fait des recherches, j'ai vu que pour certaines personnes, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, l'association des couleurs à la musique, c'est quelque chose qu'apparemment plein de gens ont comme option. Mais ça ne se manifeste pas de la même manière pour tous, ça je l'avais peut-être déjà dit. Et c'est surtout que pour certains, ça, entre guillemets, l'association d'une note à un cercle, à une couleur d'un cercle, comme j'ai pu vous le matérialiser là sur la petite image. Donc pour certains, le do va toujours sonner rouge, enfin avoir l'air rouge, ressortir rouge, et vous avez compris le principe. Sauf que du coup, évidemment, ça aurait été trop simple si ça avait été ça me concernant, et c'est pas du tout ça. Donc j'ai dû aller un cran plus loin. C'est pas du tout ça, j'ai pas l'oreille absolue et j'ai pas vérifié avec certitude, mais les analyses que j'ai faites pour la suite m'ont poussé à comprendre que c'était pas juste ça et que c'était un peu plus tricky à trouver, un petit peu plus compliqué. Donc en fait, ce qu'il en ressort des analyses que j'ai pu faire, c'est qu'en fait, c'est plus lié aux harmoniques et au timbre d'un son. Donc la couleur est plus liée au timbre du son et à l'harmonique en elle-même. Donc pour ça, je reviens sur certaines notions. Quand on parle du timbre d'un son, juste pour être clair, le timbre, c'est le paramètre qui vous permet de différencier un son qui va être joué à la même fréquence et à la même intensité
mais par des instruments ou des voix différentes. C'est-à-dire que potentiellement, c'est ça aussi qui fait, c'est la capacité à reconnaître les différents timbres qui fait qu'on va typiquement être en capacité de reconnaître différentes voix ou de différencier le son de la guitare du son de la trompette. Et vous verrez donc, sur le prochain slide pourquoi. Donc après, quand on décompose un petit peu plus ce que c'est que le son, on se rend compte qu'il y a une fondamentale, une composante fondamentale qui donne la hauteur de référence, entre guillemets la couleur de référence si on veut, et qu'après il y a des harmoniques secondaires avec des intensités plus ou moins faibles qui vont venir s'ajouter, ou pas d'ailleurs. Et finalement, en définitive, une harmonique, c'est quoi? C'est une suite de fréquences. Et c'est le fait que chaque instrument favorise certaines harmoniques plutôt que d'autres qui induit la différence de timbre. Bon, en gros, pour vous montrer de manière ça plus visible, plus visuelle, ça donne ça. Alors ça, c'est des sonogrammes, c'est des graphiques que j'ai sorti avec un petit notebook Jupyter et un peu de code Python qui permettent de visualiser les fréquences d'un instrument sur une amplitude de temps. Et ce qu'on voit en fait, pour vous commenter ça, donc là c'est typiquement la première en haut à gauche, c'est une cornemuse, le son d'une cornemuse. Juste à côté, à droite, c'est une flûte. En dessous, deuxième colonne à gauche, c'est une guitare. Là, c'est une harpe, là, un piano, après trompette et violon. Qu'est-ce qu'on remarque? En fait, plus la fréquence est importante, plus le trait est visible. Et plus il y a de traits, plus l'instrument prend de la place dans l'espace des fréquences. Donc ça veut dire que, en gros, plus vous voyez de traits, plus vous entendez du son. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que finalement, le son de la flûte, ben, il est assez conforme à ce qu'on pourrait en penser, c'est-à-dire que c'est assez fin, c'est pas un son qui est entre guillemets lourd, si je pouvais dire, et qui occupe tout l'espace, comme on peut le voir celui de la cornemuse. Donc ça permet ça m'a déjà pas mal aidé de faire cette petite analyse ou juste de regarder par curiosité à quoi pouvaient ressembler ces sonogrammes pour chaque instrument. Ça m'a permis de mieux comprendre pourquoi, par exemple, je vous donne un cas très concret. Voilà un cas très concret. Ce sont, si vous voulez prendre votre smartphone et aller sur votre plateforme de streaming préférée, si vous cherchez la chanson Réservoir de Métronomie, avec un Y à la fin, ce sonogramme représente les 32 premières secondes de cette chanson, et vous pouvez très clairement voir pourquoi, quand j'écoute cette chanson, je vois un petit bonhomme qui sautille. C'est visible. Un petit bonhomme qui sautille façon Super Mario, bah oui, là vous avez clairement ce qu'on pourrait dire, donc on a des pics, d'accord, et ça s'entend dans la musique si vous l'écoutez. Je ne peux pas vous la passer parce que j'ai pas eu de réponse de nos amis de la SACEM pour la gestion des droits d'auteur. Donc j'ai pas eu de réponse pour savoir si j'avais le droit de diffuser la musique pendant la présentation. Donc, sentez-vous libre de le faire sur votre smartphone. Mais en gros, si vous lancez la musique, vous entendrez clairement cette fréquence comme ça, parce que c'est un petit côté sautillant dans cette musique d'ailleurs, faut être clair. Et ce côté sautillant, on le voit effectivement quand on regarde le sonogramme. En tout cas, pour moi, ça m'a rassuré. Je me suis dit, c'est bon, je suis pas dingue, il est là le bonhomme qui sautille, tout va bien. Ensuite, bon, voilà un cas concret, et là, je vous parle de l'analyse des chansons que j'ai pu faire. Après, l'important aussi, c'est de se dire, et comment je fais pour avancer et continuer à modéliser ça? Comment on pourrait s'y prendre pour entraîner un réseau de neurones et utiliser de l'IA pour avancer sur le sujet? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour attaquer la conception, j'ai pris un schéma standard. J'ai repris l'architecture standard pour la conception d'un projet de deep learning. Donc, majoritairement, ça va consister en quoi? On va créer un dataset pour entraîner un modèle. Et après, donc on va utiliser des données d'entraînement. Et une fois que le modèle est entraîné, on va faire des inférences sur ce modèle avec des données de test et on va observer le résultat en sortie pour voir si le résultat qu'on a en sortie correspond à ce qu'on veut. Donc c'est assez standard là-dessus, j'ai rien inventé. La seule étape supplémentaire qu'il a fallu faire, c'est de dire ok, dans mon cas, comment je m'organise pour avancer sur le projet. Spontanément, on pourrait avoir tendance à commencer par la phase numéro 2,
qui consiste à se dire: «OK, ben non, j'entraîne le réseau de neurones. Le réseau de neurones, c'est ça finalement qui va me permettre d'essayer d'aboutir au même résultat que ce qui est dans ma tête, donc je vais commencer par là». Sauf qu'en fait, j'ai pas fait ça parce que sinon comment je fais pour voir en sortie enfin, si je commence par là, je ne peux pas voir en sortie, du réseau de neurones si le résultat que j'obtiens est bon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par la fin et j'ai commencé par le front, donc par me faire une petite IHM qui me permet de visualiser ce que j'ai en sortie enfin, ce qui me permet d'associer en fait de la musique et des couleurs. Ensuite, après, j'ai travaillé sur l'entraînement du réseau de neurones et après, je me suis occupée du code qui a fait les inférences. Pour vous dire un petit mot quand même sur la façon dont le projet est construit. Pour le front, j'ai choisi de partir sur du web. Je suis pas une grande spécialiste de JavaScript et il me le rend bien, mais je savais que j'allais vouloir, comme je vous disais tout à l'heure, j'allais avoir envie de faire de la 3D, j'allais peut-être avoir envie d'ajouter des animations, d'ajouter des effets, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai pas voulu figer le projet sur de la 2D. Je me suis dit allez, on est parti, on attaque sur de la 3D direct. Comme ça sera plus simple. Donc faisons. Bon, j'ai quand même fait simple dans un premier temps, hein, parce que c'est une sphère. Voilà, c'est une sphère. Sphère, c'est sympa. Qui change de couleur, certes. Et en entrée, ce que je lui donne, ça va être, enfin, ce que je donne en entrée à ce front, c'est un fichier audio au format WAV, parce qu'on sait que le WAV est de meilleure qualité que du MP3 trop compressé. Fichier sonore téléchargé en toute légalité sur une plateforme de téléchargement très très sympa qui s'appelle Cobus d'ailleurs. Et puis, ce que je passe aussi comme autre paramètre, c'est un fichier JSON dans lequel je vais avoir des couleurs, des codes couleurs exprimés en hexadécimal associés à une durée dans le temps, enfin associés à un pas de temps en fait. Donc par exemple 1 minute 05, voilà, au hasard. Ça c'est pour le front. Ensuite, étape 2, comment c'est construit? C'est le réseau de neurones, hein, comme je vous disais. Donc là, en prérequis, le plus important, c'est d'abord de créer le dataset, qui est un fichier CSV in fine. Et là, finalement, un réseau de neurones, basiquement, vous le savez, pour bon nombre d'entre vous, je pense, ce qui se passe, c'est qu'est-ce qu'on donne en entrée à un réseau de neurones? Enfin, on fournit des données en entrée à notre réseau de neurones et on lui demande une sortie. Donc moi, concrètement, ce qui va m'intéresser, c'est de dire à mon réseau de neurones, mon copain le réseau de neurones, passe-moi, je te donne de la musique en entrée, découpée en portions, des portions qu'on va appeler des chunks, parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans l'univers de la musique, et avec une fréquence de 4410, alors 4410 juste parce que c'est un dixième de seconde avec une fréquence d'échantillonnage à 44100 Hz. Et puis ensuite, en sortie, ce qui m'intéresse, c'est le code couleur RGB. Donc le dataset, finalement, vous l'aurez compris, dans mon fichier CSV, ce que j'ai dû faire, qui a été assez fastidieux, je ne vous le cache pas, ça a été de dire, pour telle musique, je veux telle couleur à tel moment, et puis en fait, je fais changer la couleur quand elle change dans la musique. Voilà. Donc ça donne potentiellement un gros dataset, pas assez gros finalement parce que il faut beaucoup plus, enfin il faudrait quand même un peu plus de données, mais en tout cas sur le papier ça fonctionne. Après, pour aller un cran au-delà dans la constitution du réseau de neurones, la façon dont il est structuré dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une phase de pré-processing à faire dans le réseau de neurones. Pourquoi? Parce qu'en fait, le réseau de neurones, je lui passe des morceaux des fragments, des chunks de fichiers audio. Lui, il ne sait pas travailler avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fichier audio a besoin d'être un peu, comme son nom l'indique, transformé ou préprocessé. Et donc l'algo mathématique qui est utilisé pour ça, c'est une transformation de Fourier qui en fait va permettre de calculer, enfin d'aboutir à l'analyse fréquentielle du morceau de musique, afin de pouvoir faire des opérations mathématiques et des calculs dessus. Et ensuite pouvoir processer l'information et pouvoir faire son apprentissage correctement.
Donc là, pour ce réseau de neurones-là, le meilleur résultat que j'avais obtenu, c'était avec un poids de 25 000. Ouais, c'est ça, 25 000. Oui, 25 000. Avec un poids de 25 000, les données étaient plutôt pas mal, en sachant qu'on est sur un réseau à 3 couches, donc 12 neurones, 8, puis 3, pour réduire drastiquement, drastiquement dans un premier temps et progressivement par la suite le nombre de données dont on a besoin. J'ai rien oublié, c'est bon. Et enfin, dernier point important sur lequel se pencher dans ce type de situation, le fine-tuning, ou le fait de affiner les paramètres d'apprentissage et le taux d'apprentissage, où là, en fait, finalement, le taux d'apprentissage va nous permettre de nous donner ça va nous permettre de déterminer le meilleur taux, le taux qui correspond le mieux, qui nous permet d'arriver ou d'aboutir vers la meilleure convergence au point optimum. Un peu pour faire un parallèle, c'est un peu comme si je vais faire une analogie avec la marche à pied. Rien à voir, comme ça on sort un peu des maths. Ça fera du bien à tout le monde. Je vais faire une analogie avec la marche à pied. Et potentiellement, vous savez que vous devez aller d'un point A à un point B. Le taux d'apprentissage dans ce cas-là, ça va être la taille du pas que vous faites. En fait, c'est le pas d'apprentissage. Donc, en fonction de la taille du pas que vous faites, vous allez obtenir des résultats, vous allez arriver plus ou moins vite et les résultats seront plus ou moins bons. Donc voilà, c'est juste ça en fait. Le nombre d'itérations volontairement limité à 100 époques parce que après, en même temps, continuer à faire trop d'itérations, on tomberait vite dans le surapprentissage. Et puis l'optimiseur que j'ai utilisé, c'était RMS propre. Bon là, c'est basiquement juste, j'ai testé différents optimiseurs et celui-là donnait le moins d'erreurs. Cet ensemble de paramètres-là donnait le moins d'erreurs, pour vous simplifier. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, donc on est super content, on se dit maintenant, j'ai plus qu'à faire les inférences sur mon réseau de neurones. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les inférences pour chaque chunk. Très difficile à dire rapidement pour chaque chunk. Et on va effectivement demander on va demander une prédiction d'une couleur pour chaque chunk qui est passé en entrée du réseau de neurones. En sachant que finalement, en sortie, et là, c'est là que ça va être super important, ce qu'on va obtenir en sortie, ça va être des données qu'on peut typiquement stocker et enregistrer dans un fichier JSON. Là où c'est super important, c'est de faire quand même un petit post-traitement de ces données, parce que typiquement, n'oublions pas que notre objectif final, c'est de faire en sorte que ce JSON il soit consommé par le front, donc en JavaScript de l'autre côté, et que typiquement, c'est pas forcément utile de faire varier la couleur de la sphère ou de l'élément en question à chaque dixième de seconde, parce que rappelez-vous, en entrée, on est sur une taille de chunk du dixième de seconde, et pour l'œil humain, et même pour le mien aussi, là-dessus, la sensibilité n'est pas assez poussée pour qu'il y ait besoin de changer la couleur à chaque dixième de seconde. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit peu de Python par-dessus dans un petit notebook Jupyter aussi pour simplement déjà enlever les valeurs qui étaient les valeurs RGB qui pouvaient être en dehors de 0 et 255. Et puis aussi pour enlever les valeurs qui avaient tendance à trop se répéter pour éviter qu'on sature entre guillemets au niveau du front. Voilà, donc ça, le mieux en fait, c'est que je vous montre, parce que le mieux, c'est encore de voir par soi-même directement à quoi ça ressemble. Alors, hop, je vais faire un petit glisser-déposer, voilà. Hop. Ouais, voilà, c'est les fenêtres si vous voulez. Parce que toujours pareil, hein, je vais pas pouvoir. C'est extrêmement frustrant. Je vais pas pouvoir jouer le son en même temps que le front va vous montrer la musique. Donc je vais être obligé déjà de couper le son. Bon, ça c'est bon, ça passe. Ouais, c'est bon. Je vais être obligé, si vous le voulez bien, de vous demander si vous avez envie de vivre l'expérience de prendre votre smartphone et, comme on se disait tout à l'heure, chercher les musiques en question. De cette manière, vous aurez le son
au niveau des oreilles et je vous montre visuellement ce que ça donne. Donc là, ce que j'avais fait, c'était une petite page web, hein, toute bête, voilà, tout ce qu'il y a de plus banal. Je meuble un petit peu pour vous laisser le temps de trouver, de lancer l'application de streaming. Et je vous invite par exemple à lancer, tiens, on va faire celle de Métronomie, Réservoir, elle s'appelle cette chanson. Voilà, donc Métronomie, Réservoir. Ça c'est la pochette de l'album, la jaquette de l'album que j'ai récupérée aussi en téléchargeant le MP3. Si vous voyez pas bien, le titre et le nom de l'artiste sont présents dans l'URL. Et en fait, donc, là pour vous commenter, c'est une petite sphère, effectivement, qui change de couleur, rose et bleu. Sauf en fait, c'était un peu la seule manière que j'ai trouvée sur le moment pour vous représenter le côté sautillant d'une manière simple. Je me suis dit, tiens, je vais alterner entre rose et bleu, parce que finalement, pour moi, les notes de musique qui sont dans cette partie-là sont très rose et bleu. En sachant que là, on passe au vert et c'est volontaire, hein, ça reste vert pendant longtemps parce que vous voyez, il y a des voix qui se sont, enfin, vous entendez, j'espère, il y a des voix qui se sont rajoutées dans la musique et puis il y a d'autres instruments qui se rajoutent et pour moi, d'une manière globale, on bascule plus sur du vert. Alors, ça reste pas vert tout le long comme ça, il se passe d'autres choses, sauf que, comme je vous l'ai dit, c'était fastidieux et assez désagréable de le faire à l'échelle de toute la chanson. Donc, je l'ai fait sur les premières secondes. Si on revient un cran en arrière sur la jaquette ici, je peux vous montrer la même expérience avec une autre chanson que j'aime vraiment beaucoup, qui est une chanson du groupe Muse, l'un de leurs premiers albums qui s'appelle Showbiz. La chanson c'est Sunburn. Donc là c'est pareil, je meuble un peu le temps de vous laisser la chercher potentiellement. Là j'ai fait un extrait un petit peu plus long. Alors, vous voyez, la sphère démarre sur du gris, ça c'est normal. Et là, on passe sur du jaune pendant un bon moment, pendant l'intro du piano, parce que c'est chaud, dire que c'est jaune. C'est normal, hein, ça reste jaune. Alors, ça se voit pas forcément, mais d'ailleurs, je vois que ça se voit pas, faudra que je modifie ça. En fait, il y a des alternances de jaune clair et de jaune un peu plus foncé. Parce qu'effectivement, vous l'entendez, au niveau du piano, il y a des variations, ça monte un peu, ça descend un peu. Et pour moi, c'est du jaune qui est soit un peu plus foncé, soit plus clair, surtout avec la voix du chanteur qui, elle, apporte un petit peu plus de clarté. Ça reste comme ça pendant un petit moment. Et alors là où vous allez voir un changement flagrant, c'est qu'on arrive, on va commencer à avoir la guitare électrique qui va se rajouter. Puis, là, on est déjà sur du foncé. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, la guitare électrique, ça, un très 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 important. Bien émotionnel. Et en fait, le rouge, dans ce rouge-là, on n'a pas de progressivement. Les musiciens le font très très bien, c'est très fluide. Et c'est assez compliqué à restituer visuellement parce qu'il faut se dire que moi, je le visualise d'une manière fluide, en accord avec la musique. C'est malheureusement encore à date assez éloigné de ce que j'ai dans ma tête. Hop. Donc, maintenant qu'on a saisi le principe, j'arrive sur le détail du code. Hop. Là encore, un petit drag and drop. Visual Studio Code est mon ami. Hop. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin de zoomer. S'il y a besoin d'un niveau de zoom supplémentaire, n'hésitez pas à me faire signe. Je devrais voir la notif s'il y a besoin. Donc, concrètement, le projet est, comme vous l'avez vu, encore assez simple. On a un petit carrousel ici avec les jaquettes. Quand je clique sur une chanson, ça me lance la chanson que je veux. Et j'arrive sur cette page qui, en fait, rassemble référence, pardon, le JavaScript qui va bien, donc les bibliothèques JavaScript nécessaires pour faire tourner Babylone, et puis mon petit script à moi. C'est tout du localhost, c'est normal parce que je vous l'ai dit, j'ai tout téléchargé pour être sûr que je puisse faire tourner la démo, même si
ma connexion ramait. Donc ne vous formalisez pas. Ensuite, donc j'arrive sur mon petit script qui va bien, qui est super sympa, hein, Babylon.js. J'ai vraiment pris plaisir à me familiariser avec. J'espère avoir le loisir de continuer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un canvas tout bête dans lequel j'ai tout simplement le moteur 3D qui est créé et qui est positionné. Je vais créer ma scène. Bien entendu, ceux qui ont fait un petit peu de 3D, vous le savez, mais je le reprécise quand même, je positionne une caméra dans la scène parce que c'est ça qui nous permet de positionner de la lumière sur les éléments en 3D. D'ailleurs, on peut positionner plusieurs caméras. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai positionné plusieurs caméras parce que forcément, quand il pouvait y avoir des effets de caméra qui m'allaient pas. Donc, tant qu'à faire pour que la sphère soit bien éclairée d'une manière homogène, j'ai positionné 4 caméras. D'ailleurs, je crois qu'on ne peut mettre que 4 caméras max. Et voilà, finalement, j'ai une petite boucle qui va dire, voilà, tu vas jouer telle musique. Et j'ai aussi à un endroit quelque chose qui va dire, tu vas changer de couleur quand il faut. Donc c'est toute cette partie-là. C'est un peu artisanal et expérimental, mais sur le papier, ça fonctionne. En sachant que finalement, qu'est-ce qui se passe? Donc, on fait juste changer l'objet de couleur sur la base de quoi? Sur la base du JSON qu'on a récupéré, qui va bien, qui correspond à la musique. En sachant que ça, évidemment, vous l'aurez compris, l'objectif c'est d'aller le récupérer à terme. C'est d'aller récupérer ce JSON qui va bien directement depuis une API que je pourrais solliciter à la demande juste en lui passant le nom de la musique. Ou juste en lui passant directement en fait plutôt les entrées que je veux et récupérer le JSON en sortie. Plus concrètement, c'est comme ça que ça va se faire. Donc ce que je peux vous montrer par contre, parce que l'API est en chantier, je le dis, je l'assume, l'API est en chantier, ça va être fait. C'est dans les tuyaux, comme dirait un copain. Ce que je peux vous montrer par contre, c'est le code qui m'a permis de faire tout ça, le code Python. Alors là encore, c'est pareil, je vais être assez transparente avec vous. Vous observez que là, c'est mon notebook Jupyter qui est sauvegardé au format HTML. En fait, tout est là, hein, concrètement, parce que bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas travaillé en local au départ, vu qu'on n'avait pas les problèmes de bande passante qu'on a ces derniers temps. J'ai travaillé directement avec Microsoft Azure Notebook Preview et j'ai fait mes tests directement dans mon container. Donc en fait, ce qui est hyper sympa avec la plateforme Azure Notebook, c'est que vous pouvez bosser sur votre projet directement, effectivement, voilà, sur la plateforme en ligne. Et après, si vous avez besoin pour X, Y, Z raison de faire un téléchargement ou de faire tourner ça on-premise, vous avez la possibilité de télécharger votre projet et vous récupérez la totalité du projet que vous avez, de ce que vous avez positionné dans cet espace de travail. Donc c'est plutôt cool, ça permet d'assurer nos arrières, entre guillemets. Ah, j'ai pas de visibilité sur le temps, mais c'est pareil, si jamais je déborde, n'hésitez pas à me faire un rappel, les amis, je tâcherai d'en tenir compte. Donc là, j'ai 4 notebooks Jupyter que vous voyez ici. Parce que, effectivement, pour faire la phase d'analyse des données et d'analyse des musiques dont je vous parlais au départ, je vous rassure, hein, j'ai pas tout fait de tête. Alors, je me suis déjà beaucoup documentée, ça c'est sûr, et longtemps. Et j'ai expérimenté directement en écrivant mon code dans les notebooks. Donc là, c'est la partie où effectivement, on fait la lecture des fichiers. Donc là, c'était effectivement Metronomy et Sunburn que vous avez entendu. Oui, parce que tant qu'à faire, effectivement, on parcourt un répertoire, hein, on ne va pas se contenter de juste faire une analyse comme ça. Moi, je voulais parcourir tout le répertoire en une fois. Et puis, créer les sonogrammes qui nous permettent de voir finalement un petit peu à quoi ressemblent en détail les fréquences des instruments et les fréquences de ces musiques. Donc là, on retrouve le sonogramme que je vous montrais tout à l'heure dans les slides, qui est le sonogramme de mon fameux petit bonhomme qui saute. Voilà. Et ici, on voit que le sonogramme de Sunburn est assez différent. On a beaucoup plus de présence et justement, moi, ce que je trouve de profondeur, et c'est pour ça que c'est rouge, parce que c'est voilà, la profondeur. Je ne sais pas pourquoi, comme ça. Et on a beaucoup plus de profondeur et de présence et de chaleur, si je puis dire. Donc voilà, c'est pour moi visible. En tout cas, cette présence, elle est visible dans le sonogramme.
Et si effectivement on met les 2 à côté, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on voit assez bien la différence entre les 2. Ouais, on voit qu'il y a le côté sautillant, le côté, la présence et la place dans l'espace prise par, les instruments de Sunburn qui est complètement différente. Voilà, donc ça c'est pour la partie analyse. Et après, ce que j'ai fait, hein, pour avancer, morceau par morceau, parce que je vous cache pas que quand je me suis attaquée à ce projet au départ, je me suis dit: «Est-ce que je m'attaque pas un peu trop à une montagne?» Donc j'ai découpé, en petits morceaux mes notebooks. Bon alors, ça c'est la partie des imports, on s'en fiche un peu. Par contre là, ce qui est sympa, c'est qu'on a le code donc qui me permet de créer les entrées, les sonogrammes en entrée, donc c'est le même fonctionnement un peu que ce qu'on a dans la partie analyse, hein. Je reprends mes fichiers, je les parse, je crée le sonogramme et on fait en sorte après de découper, le sonogramme en chunks, donc en portions de musique, OK? Après, donc ça c'est pour constituer le dataset. Après, constituer la première partie du dataset qui est relative à la musique. Après, ce que je fais, c'est que j'importe mon propre fichier de travail et pour justement pouvoir donner la deuxième partie du dataset, c'est-à-dire les couleurs à faire matcher avec les chunks, d'accord? Et finalement, une fois, alors non, c'est un peu fastidieux, hein, je ne vous détaille pas ligne par ligne parce que, mais s'il y a des volontaires qui veulent en discuter, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux ou m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Et après, une fois qu'on a fait ça, donc là, je crée le dataset, je vérifie quand même que c'est propre. Juste en faisant basiquement une petite vérif sur la taille du dataset en fait, parce que si du coup on fait une vérification en se basant sur le nombre de la quantité de chunks et le nombre de fréquences, on retombe plus ou moins sur notre patte. En tout cas, on sait si on a un dataset de la bonne taille. Ensuite, je sauvegarde dans un fichier CSV. Et voilà, et entre guillemets, il y a plus qu'à comment dire? Il y a plus qu'à le dérouler. Alors évidemment pour, chaque, enfin ajouter entre guillemets «chaque musique» du répertoire. Parce que finalement, vous avez compris, le dataset, il est constitué de plusieurs musiques. J'allais pas faire un dataset par musique, c'était un petit peu pénible. Donc l'objectif, c'était de dire: «Je parse mon arborescence de musique et je constitue un dataset qui rassemble tout». Voilà. Bon, après là, c'est évidemment, c'est ce que vous avez les résultats que j'avais obtenus en sortie la dernière fois que je l'ai lancé. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc là on a fait, ce qui est nécessaire pour avoir le dataset, et qui soit constitué de toutes les musiques que l'on veut et de toutes les couleurs que l'on veut. Donc après, ce qu'il faut, c'est entraîner le modèle. Alors là, c'est pareil. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait une phase de pré-processing du dataset qu'il fallait faire. Typiquement, on va être dedans. Alors, on commence par lire le fichier et faire afficher quelques résultats, histoire d'être sûr, en fait, basiquement, que l'opération d'ouverture de fichier, lecture se passe bien. Et puis ensuite, donc là, l'idée, c'est juste de dire, sur le dataset, je vais quand même garder des données, je vais quand même faire une dissociation entre les données d'entraînement et les données de validation. Là encore, c'est juste pour être sûr parce que si on utilise 100% de nos données pour le train, on n'en aura plus pour la partie validation du modèle. Donc là, il y a une petite séparation à faire. Ensuite, définir le modèle. Donc là, alors je ne l'avais pas dit, mais je pense que vous l'avez vu dans les imports au-dessus, dans le fichier. C'est un modèle, c'est basiquement Terra et TensorFlow que j'ai utilisé. Il y a des docs, c'était bien documenté et c'était plutôt bien foutu, pour être franche. Donc voilà, ça m'allait bien. Donc là, vous vous rappelez ce que je vous avais dit, hein, sur le slide de structure. Vous retrouvez ma couche de 12 neurones, ma couche de 8, et là, ma couche de 3. Pourquoi 3? Parce qu'en fait, c'est le nombre d'entrées qu'on veut, le nombre de sorties qu'on veut. Pourquoi? Parce que 3, R, G, B, voilà, donc 3. Et puis l'optimiseur qui va bien. Ensuite, build model, summary, jusque-là, tout va bien. Là, ça c'est bon. Donc comment dire, on a fait l'étape de pré-processing, hein, on a terminé l'étape qui va bien pour vous rappeler ce que je disais.
calculer l'analyse fréquentielle pour chaque chunk, etc. Et du coup, ce qu'on fait, c'est on passe un petit peu plus en concret à l'entraînement du modèle, en reprenant la structure du réseau de neurones qui a été défini, donc juste 2 cellules avant. Et on va faire un apprentissage pour, par X époque. Donc là, step époque de mémoire, c'était 100. Et à la fin, attendez que je m'y perde pas. Oui, à la fin, donc voilà, je vérifie mes résultats et tout va bien. En sachant que là, vous voyez, j'ai positionné des petits rappels. Alors ça, c'était mon mois du passé qu'il a positionné pour mon mois du futur. Donc je remercie mon mois du passé. Parce qu'effectivement, les précisions importantes qu'on peut apporter sur ce code-là, c'est que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'importance de définir un nombre d'époques d'itération, donc qui ne soit pas trop grand. Parce que si on continue l'apprentissage sur un trop grand nombre d'itérations, à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on tombe dans le surapprentissage, pardon. Un peu comme si vous demandez à un cerveau d'apprendre par cœur, finalement, il va vous ressortir par cœur le résultat, mais c'est pas forcément un résultat qui vous intéresse, parce que le résultat qui peut vous intéresser, c'est peut-être c'est une prédiction ou un autre type d'information, mais pas une réponse qui est conforme 100% à la donnée d'origine. Voilà. Et ensuite, export du modèle qui est créé. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on arrive dans la partie la dernière partie finalement du process, qui consiste à dire j'ai mon modèle, je vais faire mes inférences dessus et je vais lui demander mon JSON en fait. Je vais lui passer les entrées, les chunks en entrée et lui demander qu'il me donne des couleurs en sortie. Donc c'est pour ça que là, qu'est-ce qu'on fait? On reprend un petit peu des choses qu'on a déjà faites, c'est-à-dire voilà, identique à la préparation du dataset. C'est-à-dire je prends le fichier Wave, je le parse, je récupère les chunks, comme on a dit tout à l'heure, donc je prends le fichier, je le découpe. Comme on disait, je fais quand même un sonogramme, parce que ça c'est mon côté maniaque et j'avais quand même envie de vérifier que tout se passait bien. Voilà. Ensuite et après, là, on arrive, on s'attaque aux inférences et on lui dit, pour chaque chunk, donne-moi un code couleur en RGB, exprimé en RGB. Ensuite, donc vous voyez finalement, on aurait tendance à dire que c'est hyper simple, 3 cellules. Oui, j'ai pas présenté les notebooks Jupyter, mais bon, j'y reviendrai si on a du temps. Et voilà, et du coup, la dernière partie, comme je vous disais, le post-traitement. Parce que oui, comme je vous disais tout à l'heure, ça m'intéresse pas d'avoir des codes couleurs qui sont entre 0 et 255. Et là, alors là, vous pouvez me dire, ouais, mais Edwige, pourquoi le réseau il te donnerait ça? Parce qu'en fait, le réseau il me sort des sorties, il me sort des valeurs numériques comprises potentiellement entre moins l'infini et plus l'infini. Donc tout ce qui est en dehors de 0 et 255, ça m'intéresse pas de les conserver, ces chiffres-là, je les enlève. Donc voilà, notamment. Et puis, par exemple, aussi transformer le numéro des chunks en unité de temps. Parce qu'après, histoire que ça soit plus compréhensible dans mon JSON. Parce que si dans le JSON, j'ai alors au chunk numéro 10, tu me montres telle couleur, ça va être un petit peu trop compliqué pour le front à interpréter. Donc là, je faisais une petite conversion par-dessus. Voilà, enregistrement du fichier de JSON basiquement, donc avec le formatage qui va bien pour que ça soit en hexa. Et ensuite, on est bien. Voilà, ensuite on est content. Et si vous avez des questions avant que j'enchaîne ou que je repasse sur les slides, n'hésitez pas. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe pour les questions et réponses. Donc voilà, là c'est en gros à peu près tout le code qui a été produit. Évidemment, donc comme je vous disais, c'est perfectible, c'est largement optimisable et je pense surtout que, moi, à terme, là, mon objectif très court terme, c'est d'effectivement pouvoir avoir ça dans une API, de pouvoir directement faire les inférences sur le modèle via une API Python, si possible, histoire de me simplifier les choses pour pouvoir utiliser pas mal de code, et puis de pouvoir directement faire matcher tout ça en temps réel avec le front, ce qui serait top. La question qui va bien entendu se poser,
je la pose moi, enfin je la soulève directement, c'est de se dire, est-ce que finalement, en l'état, le modèle est suffisamment entraîné ou pas? La réponse est malheureusement, il faudrait plus de données et c'est là que, je dois aussi faire, une petite optimisation de mon process de mon propre process pour pouvoir, déterminer les couleurs qui correspondent aux portions de musique. Parce qu'effectivement, en l'état, avec un fichier Excel et des couleurs standards, c'est trop fastidieux et trop désagréable. Donc à terme, ça serait hyper top de créer un petit front qui permettrait de faire ces définitions-là. Puis potentiellement, ça pourrait être un outil qui serait utilisable par n'importe qui pour se faire plaisir. Ça serait très cool. Et voilà, ah bah, voilà, bah, en fait, j'étais en train de parler de ce slide-ci, donc je rebascule dessus. Le what's next, le et après, ben, comme je vous disais, donc ajouter les données dans le dataset. Comme je vous disais aussi à un moment donné, je l'ai mentionné, ça c'est plutôt un objectif moyen terme parce que ça va dépendre de comment structurer le front pour pouvoir ajouter des mouvements. Mais je pense que ça serait important d'ajouter la notion de mouvement parce qu'il y a des musiques très très intéressantes sur lesquelles il y a des notions de tourbillons, de gouttes d'eau que j'ai très très envie de réussir à faire. Et puis évidemment, ben, varier les shapes parce que j'aimerais, pourquoi pas, réussir à avoir autre chose qu'une sphère, plus qu'une sphère en tout cas, ça serait très sympa. Et comme je vous le disais, ben, alors là, on est plutôt sur, enfin ça dépend, soit sur du moyen terme, soit sur du long terme. Ça dépend aussi de mes petites capacités budgétaires pour la VR. Mais ça serait hyper cool, je trouve, de pouvoir, ben, rendre, l'expérience vivable directement en VR et ça serait top parce qu'on aurait, la possibilité de préparer d'avoir une interface qui nous aide à préparer finalement de bout en bout, toute l'expérience. Puisqu'on aurait donc l'interface qui nous permet de faire, l'entraînement du réseau, du réseau de neurones, enfin la saisie du dataset, etc. Après, on entraîne notre réseau. Et puis après, vous posez votre casque de VR dans la tête et vous vivez la musique encore mieux que tout seul dans votre tête. Enfin, ou différemment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça serait, voilà, j'aimerais avancer sur ça. J'espère pouvoir le faire. Et c'est tout pour moi à date. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.